Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Johanna qui va nous partager un petit peu son retour d'expérience, de son retour en France au cours de l'été 2023 en famille après 7 années de vie à Toronto. Bonjour Johanna, je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui et je te laisse te présenter en 3 mots pour nous en dire, pour nous dire quelques mots sur toi. Alors bonjour Magali, merci de m'écouter aujourd'hui, de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Alors 3 mots, c'est assez difficile de dire, de me décrire en 3 mots, mais je dirais que si je devais me décrire, je dirais que je suis très sociable, j'adore voyager et voilà, j'adore les aventures, voilà tout ça. Et je suis franco-brésilienne, canadienne, voilà. Donc ça fait beaucoup de nationalités. Ouais, merci pour cette présentation. Alors, avant de parler du fameux retour en France qui est notre sujet du jour et le sujet de notre podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre un petit peu quelle était la situation avant de partir et qu'est-ce qui vous a poussé à partir à Toronto en famille. Alors, ce qui nous a poussé, c'est qu'on était, enfin moi je suis parisienne, hein, on vivait à Paris tous les deux, on venait d'avoir notre deuxième enfant et de se marier d'ailleurs, on avait tout fait à l'envers nous. Et en fait, ça faisait un petit moment qu'on se disait, on aimerait bien voir autre chose. Voilà, c'était vraiment une envie d'autre chose. Pas forcément partir à l'étranger, hein, peut-être. Enfin, on s'était dit pourquoi pas partir ailleurs en France, en Europe ou ailleurs. Et mon mari, un jour, est rentré des étoiles dans les yeux en me disant, ils ouvrent le Canada. Et si on partait au Canada? Et voilà. Et bon, moi, ça m'a fait très peur parce que je suis pas du tout froid, quoi. Enfin, moi, c'est la première chose a été, mon Dieu, quelle température fait-il au Canada? Mais je lui ai dit, écoute, postule et on verra bien. Et en l'espace d'un mois, ils nous ont dit, ah oui, oui. Donc ça, c'était fin septembre 2015. C'est ça, fin septembre 2015. En fin octobre 2015, on lui disait: «Oh, c'est super, ce serait bien que tu arrives à Noël». On a dit: «Non, quand même, faut pas exagérer là. On aurait bien passé quand même Noël en famille». Et a débarqué en janvier 2016. Et moi, j'ai débarqué avec les enfants, donc une enfant d'1 an et une enfant de 3 ans et demi, à Toronto, en avril 2016. Est-ce que vous avez eu le choix de la ville au Canada ou ça s'est fait comme ça, le bureau était là et vous n'avez pas eu le choix et vous êtes arrivé à Toronto et... Alors ils ouvraient pas, enfin ils ouvraient un bureau, donc ils n'avaient pas du tout de bureau. En fait, ils savaient qu'ils voulaient pas s'implanter au Québec et nous, on voulait pas non plus aller au Québec parce qu'on voulait vraiment une expérience anglophone, quoi. Donc ça, c'était, la partie la plus importante pour nous, c'est de se dire: «L'idée, c'est que tout le monde parle anglais quand on a fait cette expérience-là». Voilà, on part 2 ans et bon voilà, au moins quand on rentre, on est tous bilingues, quoi. Tu parlais du froid. Est-ce que à Toronto, c'est le même climat qu'au Québec où il y a beaucoup de neige et où il fait très très froid? Alors, on n'est pas du tout sur le même climat que le Québec, hein. Quand on voit Montréal, on sait qu'ils ont de la neige, je ne sais plus à partir de quand, mais je crois qu'à partir de novembre, ils ont de la neige. Et puis alors, ils ont, je crois, 1 mètre de neige dans les rues pendant ça ne s'arrête jamais, en fait. Quand ça commence, je crois que ça s'en va pas. Alors qu'à Toronto, on est plus sur des fluctuations. Ce qui est très drôle, c'est quand on regarde les températures moyennes de Toronto et qu'on regarde les températures moyennes de Paris, bah, en fait, mon mari me dit, mais regarde, en fait, c'est quasiment pareil. Bon, c'est une arnaque, hein, parce que c'est les températures moyennes. En vrai, nous, le premier hiver, on a eu un hiver au début, qui était vraiment, tranquille, mais on a pris, le 31 décembre, on avait -20, je crois, ou -25. Donc en fait, il y a des épisodes de grand froid,
mais ça dure jamais très très longtemps. Ça va durer, je sais pas, 2, 3, 4 jours maximum. Et après, ça remonte. Et quand on passe de -20 à -10, ben, on a l'impression qu'il fait vachement chaud, en fait. Je comprends. Tu parles initialement d'une expatriation de 2 ans, vous restez 7 ans. Qu'est-ce qui fait que vous restez si longtemps et qu'est-ce qui se passe pour toi, Johanna, dans cette expatriation au Canada? C'est vrai qu'on est parti. Moi, j'avais tellement peur du froid. Et puis moi, le Canada, c'était pas mon pays de prédilection au départ. On a dit, bah, voilà, on signe pour 2 ans, on verra après. On n'était pas expat, hein. Mon mari, il avait un contrat local. Donc ça veut dire qu'on avait tout à nos frais. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce que quand on est expatrié, on a quand même beaucoup d'aide de l'entreprise qui rend la vie beaucoup plus douce, je dirais, sur le global. Donc là, en fait, la première année passe comme un coup de vent. Et on arrive en fait notre première année, puis on se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année? Enfin, c'est débile». On n'a même pas tout vu, enfin, on a des amis, mais enfin, je sais pas, on n'a pas l'impression que l'année est passée. Puis on a dit: «Oh bah, c'est cool parce que bon, voilà, c'est passé vite». Donc c'est un peu pareil. La deuxième année est passée un peu moins vite, mais quand même. Et donc, au bout d'un an et demi, il faut savoir si on renouvelle. Mon mari s'éclatait dans son job, il avait vraiment un super job. Et du coup, on dit, bah, écoute, on repart pour 2 ans, quoi. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai pas pu travailler tout de suite. Ça a été aussi un gros souci au démarrage, c'est que je pensais transposer ma vie française là-bas. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il y a un peu il y a le choc culturel, il y a les règles qui sont pas les mêmes. Enfin, il y a plein de facteurs qu'il faut qu'on peut pas, on peut difficilement transposer la même vie. Donc, moi, je dirais qu'au bout de 2 ans et demi, un truc comme ça, j'ai commencé à travailler, à savoir un peu ce que je voulais faire et tout ça. Donc, c'est vrai, quand on commence à se créer une vie, on commence à avoir un emploi, bah là, on se dit, bah, on peut rester encore un peu plus et tout ça. Moi, j'ai monté ma boîte au bout de 3 ans. Donc là, en fait, on a envie quand même. Enfin, j'étais à mon compte d'abord avant de monter ma boîte. Donc là, on a envie que ça prenne, quoi. Enfin, voilà, que ça marche. Donc le temps passe, le temps passe. Et puis, en fait, au Canada, on ne peut pas renouveler plus d'une seule fois le visa. Donc, une fois qu'on a renouvelé une fois, après, il faut forcément passer par une résidence permanente. Donc, on a fait la demande de résidence permanente. Donc, on était tranquille pour 5 ans. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, ok, c'est bien. Et puis là, à un moment, mon mari me dit, mais ouais, mais tu sais, si jamais on envisage de rentrer, ce serait bien quand même, les filles, en fait, elles sont canadiennes, elles ont grandi ici. Donc, peut-être pour elles, le Canada, ce sera sûrement un pays tranquille dans l'avenir, hein, ou peut-être que le réchauffement climatique aura moins d'impact, on ne sait pas. Bah, on n'a qu'à leur demander la nationalité. Mais pour demander la nationalité pour les enfants, il faut que les parents demandent la nationalité. Donc, on a demandé la nationalité pour nous tous. Et on a dit, au moins, comme ça, on a le choix de rester ou pas. Mais on s'est jamais projeté à rester toute notre vie. On se dit, comment on vit là-bas? Les retraites sont toutes petites. Il faut vraiment, enfin, on est sur un autre état d'esprit, une autre vie. Et il y a aussi ce truc que vivent les expatriés, c'est que tous les X années, on perd les amis, quoi. Les amis qu'on a, c'est des expatriés, donc tous les 3 ans, ils s'en vont. Donc, il faut toujours tout reconstruire. Ça, c'est fatigant aussi dans le temps. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais, voilà, la construction de cette entreprise. Et puis, on avait, voilà, une construction de vie. Les enfants grandissaient et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça fait peur parce que les enfants grandissent. On se dit, bah, à un moment, il y aura peut-être plus de point de retour, quoi. Bon, voilà, il y a toujours cette échéance à se dire, peut-être qu'à un moment, on a envie de rentrer. Il y a eu le Covid qui nous a séparés de nos familles. Ça a été assez terrible d'être loin, de ne pas pouvoir rentrer. La maman de mon mari est tombée malade. Bon, heureusement, elle va mieux, mais il y a eu cette frustration de dire on peut même pas être là pour elle, en fait. Bah, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on n'était pas loin, mais finalement, on l'était. Le coût de la vie qui augmente là-bas. On se dit, c'est quoi l'avenir? Donc, on se dit, bah, ce serait bien de rentrer, en fait, peut-être quand la grande rentrera au collège, comme ça, bah, finalement, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc ça, c'est un peu tout notre fil conducteur de nos années au Canada, quoi. Peut-être est-ce que tu veux mentionner un petit peu le changement de carrière que tu as opéré entre ce que tu faisais initialement en France pour qu'on comprenne bien, au moins que tu nous expliques le secteur d'activité dans lequel tu évoluais, que tu as réussi à développer quand tu étais au Canada au niveau pro. Alors j'étais chef de projet informatique à Paris. Je faisais des projets d'infrastructure pour ceux à qui ça va parler. Et j'adorais ce que je faisais. Et quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, bah, je vais faire pareil, hein. Bah, en fait, non. Donc, il n'y avait pas d'infrastructure, beaucoup plus de logiciels. Et finalement, bah, quand on arrive avec notre expérience française, avec nos gros sabots, on se dit, bah, regardez, tout ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Et puis, bah, les Canadiens, ils disent, bah, non, mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Bah, moi, j'ai rien fait ici, en fait, je viens d'arriver. Donc là, on a ce premier choc culturel qui est que, bah, en fait, ils s'en fichent totalement de savoir ce qu'on a pu faire avant. Donc ça, c'est dur à vivre. Mais je me suis pas démontée, je me suis dit, bon, évidemment, j'ai pris ma claque, hein, mais je me suis dit, j'ai envie, comme j'avais trouvé que notre atterrissage
finalement avait été quand même assez difficile. Je me suis dit, j'aimerais bien, enfin, j'ai commencé à aider des gens qui arrivaient dans le quartier, mais naturellement, quoi. Voilà, ah, vous devriez faire ça avec les enfants, et si, ça, enfin, voilà, où je voyais ces gens qui avaient le même choc culturel en arrivant, qui est pas visible. C'est pas un choc culturel comme quand on va en Asie, où on sait que les Asiatiques mangent pas la même chose que nous, etc. Là, on est dans un pays, on a l'impression que c'est pareil, en fait. Mais non, il y a un choc culturel de toute façon. Et en fait, j'ai monté, donc je me suis complètement reconvertie, je suis devenue consultante en relocation. Donc j'ai fait ça, j'ai fait de l'accompagnement de gens qui arrivaient, je les aidais à trouver un logement, les aider à s'installer, bon, toute la partie administrative, etc. Et j'avais l'impression d'avoir, en tout cas, cette vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement, d'être la personne qui prend la main et qui dit, bon, bah, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer et tout sera OK, tout ça, hein. Je vais vous aider à, en tout cas, à pas avoir à aller chercher l'info, quoi. Voilà, je vais vous répondre à vos questions, je vais vous aider, quoi. Si toi, tu étais passé par là, et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on est rentré en contact hein, Ouais. à travers nos activités professionnelles. Et puis d'ailleurs, on a aussi toutes les deux, il y a quelques mois, fait un article sur le blog de Voyage Emploi Retour en France, où tu expliques en fait ton parcours de reconversion professionnelle un petit peu plus en détail. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cet article si vous voulez un petit peu en savoir plus sur le parcours de Johanna. Qu'est-ce que c'est vraiment les raisons qui poussent à mettre ce sujet sur la table du retour avec ton conjoint dans un premier temps ou ouais, qu'est-ce qui fait naître en fait cette envie? Alors déjà, nous, on est, contrairement à d'autres Français que je vois qui partent au Canada, hein, par exemple, parce qu'ils ont envie de partir au Canada. Nous, enfin, moi, c'était pas mon, c'était pas mon choix d'abord. On m'aurait dit une plage de sable blanc et des cocotiers, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était pas ça. Bon, c'est magnifique, cela dit, hein, le Canada. J'ai découvert une nature incroyable et tout ça. Mais nous, on est partis en se disant, on part 2 ans, on verra. Et en fait, je pense que dans notre tête, c'était pas définitif. Ça pouvait pas être définitif. Il fallait un retour. Voilà, fallait se dire non, il y a autre chose. C'est pas, on est venu là et on va rester là. Donc il y a ça qui dans la tête, voilà, ça trotte quoi. On se dit non, mais on est là pour un temps, ça va pas durer trop longtemps. Mais on s'est éclaté. Enfin voilà, moi j'ai passé 7 années incroyables. Il y a la famille qui se trouve bah, loin, où on se dit quand même, on aimerait bien profiter de nos parents. Moi, ma mère est retraitée que depuis 1 an et demi. Donc, je me dis, bah, c'est quand même sympa qu'elle puisse profiter de ses petits-enfants et tout ça. Et puis, bon, le coût du billet d'avion, Toronto, la France, tout ça, c'est super cher. Et il n'y a pas beaucoup de vacances scolaires au Canada. Donc, du coup, on peut même pas se dire, ah bah, pendant les vacances scolaires, on envoie les enfants, quoi. Donc, vraiment, il y avait une sensation d'être loin, quoi, de ne pas vraiment profiter, alors que voilà, nos parents ont encore de belles années devant eux, mais bon, après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, quoi. Donc, il y avait vraiment ça. Et il y avait cette certitude que bah, si on allait rentrer en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une certitude, c'est ancré, c'est bah non mais je suis pas partie pour toujours. J'avais dit à mes copines d'ailleurs, elle m'avait fait une surprise la veille de mon départ, elle m'avait organisé une petite fête. C'était ma sœur qui était derrière tout ça. Et elle m'avait dit oh là là, tu vas nous manquer. Mais je dis mais enfin à bientôt quoi. Enfin je pars pas longtemps. Dans ma tête c'était pas ancré quoi. Enfin après j'ai eu le choc, hein. J'ai pris ma claque de ah ouais en fait je vis loin quoi. Mais c'était pas jusqu'au jour du départ, la veille du départ, c'était bah, c'est des grandes vacances. Enfin, voilà, je pars pour un moment, je vais avoir une autre expérience, mais je vais revenir, quoi. Enfin, voilà, c'était pas un truc définitif, c'était pas ancré, quoi. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et après, voilà, ce sujet revenait régulièrement sur la table, de se dire, et nous, quand on sera vieux, comment ce sera? Enfin, voilà. Enfin, c'est pas mon mari a un stress là-dessus, sur la retraite, sur ces trucs-là. Puis quand on voit ce que la retraite canadienne et tout ce qu'il faut cumuler pour finalement essayer de vivre correctement, c'est pas du tout évident. Et puis le coût de la vie, quoi. En général, il gagnait très bien sa vie, mais malgré tout, bah, voilà, le coût du logement, le coût des activités des enfants, enfin, tout ça fait que finalement, on a l'impression, bah, ouais, on s'éclate, mais l'argent sort et puis du coup, bah, on n'est pas sur ces histoires d'économie, on n'est pas sur l'avenir, et on se dit quand même en France, il y a quand même un côté un peu plus simple pour ça. Pour ce côté-là, on peut se permettre d'acheter un logement, alors qu'à Toronto, c'était inenvisageable. On a essayé, hein, mais c'est ça s'est soldé en échec. Donc, il y a cette construction de vie qui est quand même plus simple. Voilà.
Il y a une facilité. Et on voit les enfants grandir et puis on se dit, bah, à un moment donné, est-ce que moi, j'ai vu des enfants arriver à certains âges au Canada, il y a des âges qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Quand on arrive avec un adolescent, lui dire, bon, bah voilà, ok, tu as ancré ta vie ici, mais puis là, tu es dans cette rébellion, puis c'est l'adolescence, ça joue, enfin, tous les sentiments qui bougent et tout ça. Puis là, on dit, bah, on t'arrache à ça. Bon, déjà, une enfant de 10 ans, nous, on l'a arrachée et elle nous en a voulu, hein. Quand on lui a annoncé qu'on partait, je crois qu'elle nous a fait la tête pendant 2 heures, quoi. Elle pleurait, elle disait non, je veux plus vous parler, vous êtes horribles, vous êtes les pires parents du monde. Enfin, on en a pris plein la tête. Ça a été atroce. Mais j'imagine même pas à 15 ans. Et puis le décalage de l'école. Enfin, l'école bienveillante du Canada contre une école pas très très bienveillante en France quand même. Enfin, faut le dire que pareil qu'ils vont ajouter des heures de bienveillance, de cours de bienveillance en France. Ce serait bien que les profs aussi en profitent, hein, parce que bon, moi, ce que j'en vois, c'est que c'est pas très bienveillant, quoi. Et je me dis, voilà, pour une enfant qui va enfin, voilà, si on avait entendu, je sais pas, encore 2, 3 ans, elle serait arrivée peut-être en troisième ou au lycée. Mais là, c'est quoi ce jeu? C'est plus un choc culturel, là, à ce niveau-là. Et je me disais, à un moment donné, j'ai pas envie de vivre comme ces gens qui rentrent et qui laissent leurs enfants derrière. Ça me fendait le cœur, rien que d'y penser, de me dire ah non, mais moi je veux pas me dire je rentre et puis je les laisse derrière moi avec leur vie, tout ça. Enfin, ouais, c'est un peu, je sais pas si c'est égoïste ou si c'est, mais j'ai encore envie d'avoir mes filles avec moi. Enfin, ouais, c'est pas facile, mais voilà, le sentiment était là. Voilà, il y avait quelque chose. Donc, t'en discutes avec ton conjoint, t'en discutes avec les filles. Je crois que c'est deux filles que tu as. Ouais. Et la première, la plus âgée, j'ai l'impression que c'est pas facile, facile. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième? Alors non, mais alors c'est là où nous, notre changement, il a été beaucoup plus brutal que ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on était là en train de se dire, bon, ce serait bien qu'on rentre et tout ça, mais mon mari cherchait une opportunité de rentrer. Et en mai dernier, 90 personnes de sa société se font licencier, dont lui. Donc il perd son job. C'est là où ça a été dur, en fait. C'est qu'en fait, on a été poussé, quoi. Voilà, c'est comme si, voilà, on te pousse dans le grand bain, quoi. On dit, ah, tu veux nager, allez, va. Vas-y, quoi. Donc, en fait, bon, il y a le choc d'abord du licenciement qui est genre hyper brutal. Et puis, c'est l'Amérique du Nord, quoi. C'est un coup, là, il bossait à distance, donc c'est un coup de téléphone. Bon, bah, tu seras déconnecté cet après-midi. Enfin, ciao, quoi. C'est c'est d'une violence, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas. Mais il n'y a pas 3 mois de préavis, nous vous prévenons, dans 3 mois, il faudra quitter le société. Non, c'est vraiment, c'est dans l'heure, quoi. Enfin, lui, il a eu, comme il était manager, il a eu plus qu'une heure, mais ceux qui étaient dans son équipe, au bout d'une heure, ils étaient déconnectés, quoi. Donc, voilà, c'est la violence de ça. Et puis, en fait, quand il m'a annoncé ça, mais je me suis dit, le monde s'effondrait, en fait. Je me suis dit, mais en fait, comment on va faire, quoi? Parce que c'est quand même moi, j'avais ma boîte, mais moi, enfin, ma boîte n'était pas assez développée, donc je payais les vacances plus, quoi. Mais je payais pas les charges, enfin voilà, je payais pas le loyer, je payais rien du quotidien, quoi. Et là, je me suis dit, mais bon, ok, on a de l'argent de côté, mais combien de temps on tient avec cet argent ici, quoi? Enfin, à Toronto, on va tenir quoi, 3, 4 mois? Enfin, le coût de la vie est tellement absurde que. Et là, mon mari me dit, écoute, on a des billets de retour pour la France pour les vacances, là. Et ben, on prend l'aller et on rentre pas. Le 30 juin, quoi. Là, j'ai dit, non, mais attends, c'est pas sérieux. Il dit, bah oui, on avait dit qu'on voulait rentrer, bah on n'a qu'à rentrer. J'en ai encore des frissons là. Tu vois, je t'en parle, j'ai encore des frissons qui me parcourent le corps. Et en fait, bah, j'étais chef de projet, et je pense que j'ai ça dans le sang, hein. Et bah, ça a été notre projet. Voilà. Moi, j'ai géré un projet. J'ai dit, bon, ok, on va rentrer. Et j'ai un mois et demi pour gérer, enfin, on a un mois et demi pour gérer ça. Voilà, gérer un déménagement. Bon, ça, à la rigueur, c'est même pas le plus difficile. Mais trouver un logement, trouver un endroit où vivre, tout ça, quoi. Là, c'est hyper brutal. Vraiment. Donc ça, c'est ça le choc, en fait. Donc là, donc lui, il apprend ça à 8 heures du matin. Il m'appelle pour me dire ça. J'étais en voiture. Il me dit, il m'entendait plus parler. Il me dit, ça va, t'as pas cassé la voiture. Je dis non, j'ai pas cassé la voiture. Donc on rentre. Il me dit, non mais voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je dis ok. Je me souviens, on part déjeuner. J'appelle ma mère. Ma mère elle m'a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente. Et c'est un peu la réaction qu'ont eu nos amis, quoi. Oh, on est désolé, mais qu'est-ce qu'on est content que vous rentriez. Donc, bon, ça fait plaisir quand même voilà, de sentir que bah, bon, quand même, les gens sont heureux de nous voir revenir. Mais je me dis, mais on va vivre où, en fait? On sait qu'on veut pas retourner à Paris.
Enfin, on voulait plus du tout. Ça, c'était du jour où on a quitté Paris, on a dit on retournera plus à Paris. Et j'ai dit, mais on va aller où, en fait? T'as pas de job, je peux pas considérer qu'en étant enfin, à son compte, c'est un job, enfin, en tout cas, pas pour un propriétaire. J'ai dit, donc, on est tous les deux sans emploi. Je dis, nous faut un logement et on a 2 enfants. J'ai dit, mais c'est l'horreur, en fait. Et j'avais lu beaucoup sur tous ces groupes Facebook, des gens qui rentrent en France justement et qui disent la galère que c'est de trouver un logement, que les gens ils se retrouvent en Airbnb pendant des mois, ou alors qu'ils louent des. J'avais lu même un gars qui avait dit qu'il avait pris un saisonnier, mais qu'en fait il pensait trouver le temps de. Il s'était retrouvé à fin juin, il devait rendre son logement et il avait rien trouvé, donc il était là en train de se dire, je pense retourner au Canada. J'ai dit, non, mais l'horreur en fait. C'est horrible de se dire qu'on est en échec complet sur tout ça, parce qu'on vit tout ça comme des échecs, quoi. Et puis bon, je me suis dit non, mais. Et puis on était là en train de se dire la carte de France. Bon, alors là, t'aimes bien, t'aimes bien, on va où? Puis bon, bah voilà, moi j'ai encore ma mère en région parisienne, on a nos beaux-parents, enfin moi j'ai mes beaux-parents à l'île de Ré, une sœur, ma sœur était à l'époque à Rennes, une belle-sœur à Bordeaux, enfin, donc on s'est dit, bon, bah on veut l'Ouest, quoi. Voilà. Mais alors où? C'est quoi le bassin de l'emploi? C'est où est-ce qu'on va? Voilà, on était là, pourquoi pas Nantes? On n'a pas entendu de très bons retours de Nantes. Mais en fait, on fait comment, quoi? On fait plouf plouf et puis on prend Airbnb puis on se cale. Enfin, c'est quoi l'histoire? Et donc, je sais pas pourquoi, le lendemain, je me suis dit, écoute, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. On va pas choisir, où on va aller, on va voir où est-ce qu'on peut trouver un logement. Et j'ai dit, on va faire comme quand on cherche un emploi, à faire du réseautage, là, du networking, quoi. C'est-à-dire, on va passer des coups de téléphone et dire, voilà, je cherche ça et tout. Premier coup de téléphone, on le passe à un client à moi, justement, qui est devenu un très bon ami. Et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, voilà la situation. Et puis il me dit, écoute, tu te souviens, j'avais acheté un viager, bah là, je récupère les clés au 1er juillet. Je devais tout casser et tout refaire pour tout rénover. Ça a besoin de rénovation, c'est dans son jus. Mais il me dit, si vous voulez, enfin, voilà, vous récupérez les clés au 1er juillet, c'est pour vous, quoi. Alors là, je me dis, mais waouh! Je me dis, c'est une chance, quoi. Et je me dis, mais c'est où ce viager? C'est où Là, il cet me- appartement? C'est où ça? Alors, c'est pas un appartement, c'est une maison qui est pas très grande, mais on a quand même un petit jardin et tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même chouette de se dire que, voilà. Et c'est Laval, hein. Mais Laval, c'est où? Alors, c'est très drôle parce qu'à partir du moment où j'ai dit que je déménageais à Laval, il y a des gens. J'ai eu jusqu'à quelqu'un qui m'a dit, c'est dans l'est de la France, c'est ça, non, près de Strasbourg? J'ai dit, ah non, pas du tout. Donc, Laval, ça se situe en Mayenne. Et moi, je ne connaissais pas la Mayenne. Et donc, on est entre. En fait, on est vraiment entre Le Mans et Rennes, quoi. Vraiment à 1 heure du Mans, à 1 heure de Rennes, vraiment entre les deux. Et on a Angers à 1 heure au sud. Donc on est vraiment dans un espace voilà, qui paraît pas mal hein, en soi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé voilà, en Mayenne. Bon, c'est un sacré choc culturel de faire Paris, Toronto et la Mayenne. Écoute, merci pour ces infos. Du coup, finalement, votre retour, c'est quand même assez short. En 1 mois et demi, on a fait un retour. La décision, l'envie de rentrer, elle était là, mais finalement, on a un gros coup de boost de la vie qui dit, OK, il faut y aller, et vous prenez cette décision, et on y va. Qu'est-ce que c'est de préparer en 1 mois et demi son retour, sachant que par exemple, bah, moi, avec les personnes que j'accompagne, je dis souvent, on commence 1 an à l'avance, 10 mois, 12 mois à l'avance, c'est pas mal le temps de, tu sais, laisser mûrir son idée, le projet, affiner, faire les choix. Tu vois, par exemple, tu mentionnes, bah, on prend la carte de France et où est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre dans sa ville d'avant, là où on a grandi, là où on a notre famille, ou à l'inverse, bah, on rentre dans un endroit qui est complètement neutre pour vivre cette nouvelle expatriation en France? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des questions qui prennent du temps et c'est pour ça que ben voilà moi j'anticipe au maximum mais bon là en 1 mois et demi donc tu passes des coups de fil, tu es en mode réseautage, tu dois faire un déménagement comme ça là en 1 mois et demi, ouais, comment tu te sens? Comment vous vous sentez de faire ça? Alors en fait, la comparaison que j'ai, c'est, je suis montée dans un TGV à pleine vitesse et je suis redescendue de ce TGV, je pense à la rentrée scolaire. Il m'a fallu plusieurs mois pour redescendre de ce TGV. En fait, j'ai géré ma vie comme un projet. Je savais qu'il y avait des tas d'émotions qui me parcouraient et machin et tout ça et je me suis dit: «À un moment, ça va exploser». Bon, ça a explosé, ça a mis un peu de temps, ça a fini par exploser et je savais que, j'avais pas le temps pour ça. J'avais pas le temps de digérer l'émotion, de me dire: «Qu'est-ce qui se passe et comment on fait?» et cetera. J'étais dans voilà, il y a une situation, faut la gérer. Voilà, moi je suis comme ça. Je me dis, bon, de toute façon, on n'a pas le choix.
on a décidé qu'on allait faire ça, on va faire ça. Donc déjà, nos filles nous ont fait la gueule pendant à peu près un mois en nous disant non, mais il y en a même une qui a dit non, mais maman, je vais trouver un job, on va pouvoir rester. Bon, elles ont quand même 11 ans, enfin, elles avaient 10 ans et 8 ans, quoi. Donc, j'ai dit, bah, c'est un peu illégal le travail des enfants, donc, et je suis pas sûre que tu réussisses à payer les factures avec ton job en vrai. Mais bon, voilà, on a dû leur réexpliquer encore, enfin voilà, mais voilà, je savais, comme j'aidais les expats à arriver, finalement, je savais en fait tout le process. J'ai pris le process à l'envers et puis j'ai dit, bon, bah voilà, on va dérouler. La chance qu'il y a, c'est que mon ami qui nous a proposé cette maison m'a dit aussi, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, bah moi, j'aimerais bien faire ce que je fais, mais peut-être pour une entreprise, quoi, travailler en mobilité internationale. Et il m'a dit, écoute, passe-moi ton CV. Et je vais le glisser. Il travaille pour un grand groupe industriel. Le boss de cette équipe-là était en déplacement à Toronto. Il a vu mon CV donc mi-mai, là, enfin fin mai. Il m'a reçu mi-juin, je crois que c'est ça, ou début juin, quand il était en déplacement à Toronto. On a eu un entretien qui s'est hyper bien passé, que j'ai d'ailleurs préparé avec toi, Magali, à l'époque, ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre un peu les rouages de l'entretien, d'essayer de savoir un peu, voilà, le monde du travail évolue en 7 ans, voilà comment c'est en France maintenant, quoi. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé à me sentir beaucoup plus décontractée et tout ça. Et en fait, il m'a fait une proposition de contrat. Je n'ai même pas négocié parce que j'avais besoin d'un job. Donc, je ne me suis posé aucune question quant à la nature du job, savoir est-ce que ça va me plaire vraiment ou est-ce que on n'était pas dans ce mood-là. J'avais une proposition d'emploi. J'ai signé mon contrat le jour où j'ai pris l'avion. Non mais à un moment, on se dit la vie fait quand même bien les choses. Enfin, c'est un peu, je me suis dit, c'est marrant d'ailleurs. Le gars que j'ai rencontré, justement, mon patron, m'a dit, c'est l'alignement des étoiles. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais c'est pas possible parce que j'arrête pas de dire ça en ce moment. Parce que lui, il avait quelqu'un de son équipe qui s'en allait et puis, bah, hop, il avait comme quelqu'un qui arrivait et qui disait, bah, moi, je vais m'installer à Laval, donc c'est très bien et tout ça. Enfin, moi, j'étais là, mais c'est dingue quand même. Le jour où je quitte le Canada, je signe ce contrat de travail qui me fait démarrer mi-août. Enfin, je me dis, mais enfin, je peux pas rêver mieux finalement. Alors mon mari a toujours pas d'emploi, mais on se dit bon bah déjà il y en a un sur deux quoi. Donc ça déjà c'est une chance. Puis le salaire, vu la vie à Laval, bah ça permet de vivre tranquillement. Donc on se dit franchement on est bien quoi. Et donc on gère tout ce déménagement, le départ. Donc il faut vendre toutes les affaires. Enfin c'est une gestion de folie quoi. À côté de ça, il faut essayer de voir trouver les écoles pour les enfants. Enfin moi j'avais besoin d'être sécurisée là-dessus. Je voulais pas arriver au mois de juillet août où les écoles sont fermées et à me dire où est-ce que je vais mettre les enfants à la rentrée, tout ça. J'avais besoin de me projeter, de me dire de pouvoir expliquer aux enfants, regarde, c'est là où tu vas aller à l'école et tout ça, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, je contacte les écoles sur Laval. J'ai une réponse d'une directrice d'école qui est super, qui me rassure sur le collège en me disant non, mais il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, parce que nos deux filles étaient en anglophone. Donc, il y avait aussi ce problème de la langue, quoi, de se dire est-ce que vraiment elles vont réussir à s'adapter, enfin, voilà, sur bien des points. Et, euh, et donc, on rentre, on passe des vacances. Enfin, si on peut appeler ça des vacances, j'étais pas très en mode vacances. On était là en train de se dire, ah, il faut qu'on achète l'électroménager, il faut qu'on achète ci, il faut qu'on achète... Enfin, bref, l'enfer, quoi. Enfin, c'est voilà, un emménagement. Et on arrive, on laisse nos filles, ça c'était déjà prévu au départ, aux grands-parents, et on arrive à Laval, dans une maison dans son jus, et là on se dit, bon, ok, il faut mettre un coup de blanc, quoi, au minimum. Sinon, les filles vraiment vont arriver là et se dire, ah, mais vous faites quoi là? C'est c'est quoi ce truc, quoi? Déjà, c'est beaucoup plus petit, ça fait, je pense, un tiers ou peut-être un quart de la surface qu'on avait à Toronto. Personne n'a vraiment d'espace à soi dans cette maison. Enfin, voilà, c'est un grand appart, quoi. Voilà, mais c'est une maison. Donc bon, faut pas. Moi, je veux pas râler, mais c'est vrai que c'est un gros changement aussi de ce côté-là. Donc faut que chacun trouve ses marques et tout ça. Donc on fait ça, on achète les lits, on prépare la maison, on fait une maison toute belle. Mon mari tous les jours, il fait une petite vidéo qu'il envoie en disant regardez comment ça a avancé les travaux et tout ça. Donc on est vraiment dans le préparer aussi les enfants à leur arrivée et tout. Quand elles arrivent, on a eu la chance d'avoir nos meubles entre-temps. Elles arrivent juste avant que moi je commence le travail à mi-août. Et donc, elles ont leurs affaires et tout ça. Donc là, elles sont, bah, c'est chez nous, quoi. Elles ont 2 semaines. Moi, je travaille là au mois d'août. Et donc, après, il y a la rentrée scolaire. Et bon, la rentrée scolaire, ça a déjà été un peu plus tendu, à cause des différences et tout ça. Enfin, voilà, entre la France et le Canada, quoi.
Ma petite de 8 ans qui est donc en CE2, elle est quand même rentrée de son premier jour de classe en disant la maîtresse, elle a dit que j'étais la seule à pas écrire en cursif. Quoi, elle a pointé du doigt ça le premier jour d'école, quoi. Enfin, c'est pas très sympa. Elle savait qu'on rentrait tout juste, enfin, voilà. Donc, et ça n'a été qu'en s'empirant. Donc, 3 semaines plus tard, on était obligé de changer la petite d'école, quoi. Parce que, bon, il n'y avait pas que cette raison-là. Il y avait aussi des raisons où ils faisaient des travaux, qu'il n'y avait pas de cours de récré, que les enfants ne jouaient pas dehors. Je dis, mais à 8 ans, on a besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une maîtresse qui nous dit, tu fais pas bien ça, tu fais pas bien ça. Non, moi, j'avais envie qu'elle ait un peu de liberté quand même, quoi. Donc, comment vous avez fait pour changer d'école? Parce que normalement, il y a la carte scolaire, donc vous avez dû prendre l'école du quartier de la maison où vous étiez. Alors, la chance qu'on a, c'est que déjà à Laval, il n'y a pas de carte scolaire. Ça, c'est Ok. assez rare, je pense, dans les villes. Mais en fait, j'ai mis, moi, la grande en école privée, en collège privé. Je me suis dit, bah, au moins, voilà, on sait qu'il y aura un peu, peut-être un meilleur suivi. En tout cas, moi, c'est ce que j'espérais. Enfin, voilà, j'avais peut-être beaucoup d'attentes. Et du coup, on s'était dit, bah, on va mettre la petite dans l'école, enfin, l'école primaire de cette même école privée. Et en fait, donc là, bon, voilà, on se rend compte au bout de 3 jours, enfin, au bout de même 2 jours, je crois, elle me dit, je veux plus aller à l'école. Enfin, bref, ça a été l'enfer. Et donc, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Moi, ça me rendait malheureux. J'étais là déjà. Voilà, la vie est pas facile d'une manière générale. Enfin, toute cette rentrée a été très compliquée. Mais je dis en plus, si elle qui adore aller à l'école, elle veut plus y aller, mais je dis, mais en fait, comment on va passer l'année en fait? Enfin, c'est horrible. Et donc là, on est allé voir l'école du quartier parce qu'on a vu qu'il y avait une belle cour de récréation et tout ça. J'ai appelé la mairie. Et ils me disaient, ah, normalement, on change pas d'école en cours d'année, tout ça. Et je leur explique, bah, mais je suis en privé. Et en fait, les gens sont vraiment, vraiment gentils ici. Enfin, franchement, chaque fois qu'on a été à la mairie, parce que quand on inscrit les enfants au programme après l'école, là, il faut avoir un quotient familial. Pour avoir un quotient familial, il faut avoir la CAF. Pour avoir la CAF, il faut avoir la Sécu. Et nous, on n'avait rien de tout ça, quoi. Parce que tu redémarres de zéro et tu recommences tous ces process horribles que sont l'administration française. Mais les gens ont quand même trouvé des solutions pour nous à chaque fois, quoi. Donc là, j'explique la situation, je lui dis voilà, on rentre du Canada, etc. Et vraiment, je m'étale sur ma vie en disant voilà, elle est malheureuse, elle pleure tous les jours, elle veut plus aller à l'école, on est à 2 semaines de la rentrée. Enfin, c'est pas normal, quoi, que... Et en fait, la dame au téléphone comprend complètement. Enfin, elle me dit ah oui, je comprends et tout, je vais voir. Et donc, elle me dit, bah, en fait, il faut que vous fassiez des demandes et tout ça, puis on vous dit si c'est accepté ou pas. Je dis, non, mais moi, j'ai besoin de savoir où je vais la mettre. Enfin, donc, je lui explique que j'aimerais bien aller voir visiter l'école. Elle me dit, non, mais pas de problème, appelez le directeur. Voilà le nom du directeur, le numéro de téléphone, enfin, adorable. Et elle me dit, voilà, si ça vous intéresse, enfin, voilà, vous venez amener un dossier à la mairie, tout ça. Et en fait, on est allé voir l'école. Et en fait, ils ont dit le mot magique, ils ont dit nous, on s'inspire de l'éducation du Canada. J'étais là, mais ok, ce qui fait que c'est pas des bureaux qui sont rangés, les tous là en train de regarder le professeur qui est sur un piédestal ou à l'arrière en surveillance. Ils sont assis en groupe ensemble. Donc c'est beaucoup de travail de groupe et aussi beaucoup de travail comme ils ont des doubles niveaux dans les classes. Il y a aussi beaucoup d'autonomie, quoi. J'ai dit mais c'est génial parce que voilà, la cour de récré est grande, on peut jouer au ballon. Enfin, il y a de l'espace, quoi, il y a de la vie, et on sent que voilà, c'est toute une équipe pédagogique qui est mais à l'opposé de l'équipe de l'autre école, quoi. Donc là, je lui demande, je lui dis, est-ce que vous avez de la place dans votre école? Et puis il me dit, bah oui, c'est une école qui est câblée pour 10 classes, on n'en a que 4. Donc en fait, on a l'espace pour 10 classes, mais on n'a que 4 classes physiques, donc ils utilisent tout l'espace. Donc enfin, chaque classe a 2 classes physiques. C'est génial quand même d'avoir beaucoup d'espace et tout ça. Et du coup, on inscrit mon mari, du coup, on sort du rendez-vous, il me dit, il est 17h, la mairie ferme à 18, il dit, je file à la mairie. Il est parti à la mairie avec le dossier sous le bras et il est rentré tout fier. C'est bon, ils vont étudier le dossier, mais tout est là, c'est bon, elle devrait pouvoir commencer d'ici 3 jours. Et elle a changé en cours de semaine, en plein milieu de la semaine, je crois le mercredi ou le jeudi. Elle a changé d'école et puis voilà, on n'a même pas attendu les vacances scolaires. J'ai dit elle tiendra pas et puis moi je tiendrai pas non plus à la voir comme ça, quoi. Donc Merci pour ce partage. Voilà, quand on trouve toujours des solutions, on arrive toujours à trouver des solutions. Je sais que ça prend du temps,
qu'il faut faire preuve de patience, mais ton témoignage prouve que voilà, on peut changer, on peut faire bouger les choses. Et puis merci aussi de mentionner, je pense que c'est important, le fait que, voilà, ta demande, elle a été entendue, que tu as été, accueillie, de façon quand même assez positive, par la mairie notamment, mais peut-être par d'autres institutions quand tu as fait tes démarches. Parce que c'est vrai que, voilà, on a tendance à se dire, ben: «Je rentre en France, les gens ils sont pas sympas, le français de base est un peu râleur», ce qui est vrai, on est d'accord, mais pas toujours, donc c'est bien aussi de le mentionner, quand ça se passe bien. Ouais, mais alors, moi j'ai été, c'est une ville, voilà c'est peut-être pas ma ville de cœur, mais tous les gens qu'on a rencontrés ici sont adorables. Même quand on est allé à la sécu, un matin, parce qu'on m'avait dit: «Il vaut mieux pas envoyer ton dossier de sécurité sociale par la poste, parce que tu sais pas, si ça se perd», enfin bref et tout. Donc j'y suis allée avec mon dossier sous le bras, un matin à 8 heures. Et la personne a été adorable. Elle a dit: «Ah oui» et puis elle m'a demandé un formulaire et je lui dis: «Ah non, je pense pas que ce formulaire, j'ai regardé tout ça», et voilà. En fait, elle s'attendait à voir un truc qu'elle voyait pas, mais j'ai dû lui expliquer, on n'était pas au Québec, on était en Ontario, il y a pas d'accord avec, la France de la même façon et cetera. Mais du coup, il y a eu un vrai échange, mais le problème de la sécurité sociale, c'est que malheureusement, en fait, tout est centralisé. Donc elle a vérifié tous nos papiers, elle a dit: «Tout est bon», mais elle peut pas rentrer les informations dans l'ordinateur. Il faut que ça parte dans un truc qui est décentralisé et donc c'est pour ça que ça met un temps fou, en fait, parce que c'est pas la personne qui vérifie les documents qui malheureusement, rentre les données dans l'ordinateur, quoi. Ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que du coup, il y a une perte de temps et puis il y a des gens qui s'arrachent les cheveux, enfin voilà, parce qu'ils ont pas les informations, parce qu'il faut les appeler: «Vous en êtes où? Est-ce que» enfin voilà, ils nous envoient moi, quand mon dossier était bon, de la sécurité sociale, ils auraient dû m'envoyer un courrier, ils m'ont jamais envoyé de courrier. Ils m'ont dit: «Si, on vous avait envoyé un courrier». Je dis: «Bah, je sais pas, alors le facteur l'a perdu peut-être?» Donc on court un peu après. Mais quand même, voilà, il y a beaucoup de gens très sympas et c'est vrai que, bah, c'est peut-être pas le cas dans les grosses villes, enfin, voilà, c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, dans les petites villes en tout cas, les gens sont sympas. Parlons maintenant de toi, Johanna. Comment tu te sens? Donc là, ça fait 6 mois que vous êtes rentrée. Comment toi, tu te sens en tant que personne? Alors, c'est difficile, à dire. Je peux pas dire j'essaye de tout mon cœur de me sentir bien, mais je me sens pas bien. On a eu des hauts et des bas. Notre grande, elle est passée vers des phases de stress extrême, espèce d'angoisse par rapport à la pression qu'on lui met dans son collège, sur le devoir à faire, sur, histoire de bien prendre une copie double et pas une copie simple, enfin des trucs comme ça, enfin des trucs un peu, je trouve, complètement stupides en fait. Elle est en sixième, elle est là pour apprendre. Bon heureusement, voilà, on a réussi à l'accompagner, on est allé voir quelqu'un, enfin voilà, on a vu une psy, tout ça pour essayer de voir. Finalement, d'elle-même, elle a réussi à quand même se réguler et tout ça. Les vacances de la Toussaint ont quand même aidé à faire une pause dans cette espèce d'anxiété. Hem et puis, en fait, elle, pour le coup, ça va pas trop mal. Mais voilà, donc il y a eu elle, il y a eu, bah, mon mari a signé un contrat de travail il y a 5 jours, je pense, ou 6 jours, un truc comme ça. Donc ça, là, c'est un soulagement, mais lui, il est passé aussi, ça a été très, très difficile pour lui. Hem, donc moi, j'étais en fait, je suis la personne qui a le job, donc quelque part, c'est entre guillemets «plus facile» pour moi, mais en fait, le job, enfin, c'est un job, mais c'est pas le job de mes rêves et c'est pas du tout, ce à quoi je m'attendais. Voilà, clairement, je m'attendais, je sais pas, à me sentir plus utile au quotidien et finalement, j'ai l'impression de faire beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, qui pourraient être, je pense, je suis sûre qu'il y a des logiciels pour faire les choses, et bon, je suis dans une entreprise qui est assez, à l'ancienne, on va dire. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement et en fait, il y a une perte de temps sur des tas de petites tâches, en fait, du quotidien qui sont pas, voilà, que je trouve assez inutiles et assez ennuyantes, mais qui du coup gâchent un peu tout ça. La deuxième chose, c'est que j'étais quand même, à mon compte enfin, pendant quasiment 7 ans. Donc là, je me retrouve en salarié. C'est hyper, je me sens coincée, quoi. Je 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 me sens, j'étouffe un peu, quoi. Enfin, en plus, je suis dans une entreprise à l'ancienne, donc le télétravail, c'est pas plus d'une fois par semaine. Il faut faire des horaires, il faut bien rester assis à sa place. Enfin, c'est vraiment,
C'est tout l'opposé de ce que je vivais avant, quoi. J'ai commencé à voir quelqu'un, enfin, j'ai commencé à voir une psy. Je pense que il va falloir du temps, en fait, pour. Je sais qu'il faut du temps. Je sais que ce genre d'expérience et tout ça, il faut à peu près 1 an pour stabiliser et tout ça. Aujourd'hui, ce qui me fait tenir, c'est de me dire que peut-être qu'on va partir d'ici et qu'on ira dans une ville qu'on aura choisie. Et donc là, je réfléchis vraiment à ce projet-là. Et donc ça m'a remis un coup de boost, en fait. Ouais, j'ai plus l'impression d'être là pour les enfants. Quand je rentre le soir, bon, en plus, là, avec l'hiver et compagnie, c'est pas évident, mais quand je rentre le soir, il est tard. Je suis pas vraiment là pour les devoirs. Et la petite, maintenant, depuis à peu près 3 semaines, nous mène une vie infernale parce qu'elle dit qu'elle veut rentrer chez elle. Parce que chez elle, c'est pas ici, en fait. Donc la petite de 8 ans et demi, elle nous met une misère. Enfin, je pensais pas que. En fait, elle a attendu que sa sœur se calme pour elle, voilà, nous faire le feu d'artifice à la maison, on va dire ça comme ça. Et donc là, on essaye de trouver, voilà, les points où on peut l'aider, etc. J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un de super sympa, la maman d'une amie à elle d'ailleurs, qui, elle est dans l'éducation et tout ça. Donc elle m'a donné un peu des conseils pour comment je pourrais l'aider, etc. J'ai une amie, j'ai une collègue qui est elle-même expatriée au travail. Elle est brésilienne en plus, donc comme voilà, on se comprend bien et qui elle, à la base est psy. Donc elle me dit: «Bah voilà, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci» et en même temps, la psy qui avait vu ma grande, qui avait dit, non, c'est la psy que voit mon mari parce qu'on est tous en train de voir des psys ici, en train de se dire: «Je pense qu'on a un peu besoin d'évacuer tout ça», qui a dit, «En même temps, tant que les parents vont pas bien, les enfants iront pas bien». Donc il y a aussi, un gros travail à faire sur nous-mêmes et moi je pense que, alors je sais pas, peut-être que je finirai par m'y faire, mais je veux dire, ça fait 4 mois que je suis dans mon job et je trouve ça voilà, je suis pas dedans. Je me dis: «Je vois pas», j'ai du mal à croire que ça puisse changer, en fait. J'ai du mal à croire qu'à un moment je réussisse à m'y faire. Je sais pas, je me dis: «Peut-être que si», mais j'y crois qu'à moitié en vérité et voilà, donc je pense que vraiment il faut qu'on se trouve un projet. On a dit que c'était temporaire ici. Vraiment temporaire, c'était le temps de rebondir. Donc je pense qu'il faut qu'on passe là. Mon mari a trouvé un emploi, il faut qu'on passe au rebond, quoi. Voilà, il faut qu'on passe à la phase 2. C'est courageux d'oser demander de l'aide parce que bah, tout le monde ne le fait pas, mais ça peut considérablement aider, même si à première vue on se dit est-ce que vraiment on va aller consulter quelqu'un, un psy ou autre d'ailleurs? Parce que voilà, on pourrait faire aussi bien de l'hypnose ou d'autres pratiques, tu vois, pour calmer son anxiété ou autre, tu vois. Moi, avec le recul, donc moi j'ai vécu 3 retours en France. Mon premier retour a été très, très, très compliqué au niveau émotionnel. Et en fait, j'ai pas demandé d'aide à ce moment-là. Et c'est avec le recul après que je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça qui me manquait. Il me manquait un espace de parole, un espace d'écoute de quelqu'un, tu vois, qui... Bon, après, je pense que j'avais pas cette maturité-là non plus pour dire, OK, bah, je vais chez le psy et je vais demander de l'aide, ou chez un autre professionnel. Je crois que c'est courageux de passer par ces phases-là, que ce soit pour toi, pour les enfants aussi. Donc, ça fait à peu près 4 mois, 5 mois que tu travailles. La réalité quand même derrière ça, c'est que si tu avais pas eu ce job, cette installation, ben, elle aurait été, encore peut-être plus Ouais, compliquée. J'entends bien, et c'est pas évident de passer, d'être entrepreneur à salarié parce que du coup, bah, le quotidien est différent. Bah, comme tu dis, la flexibilité, on l'a plus du tout. Mais d'un autre côté, c'est quand même cet emploi qui a permis de stabiliser cette arrivée. ouais, Que c'est vrai. l'arrivée pour toi, pour la famille, enfin, pour ton conjoint et qui, lui a laissé aussi du temps pour faire sa recherche. Ouais. Non, mais c'est vrai et ça, j'en suis, c'est pour ça que, j'essaye de modérer un peu mon expérience parce que, j'ai envie d'être, tu sais, il y a cette je dis à ma petite: «Il y a 2 mots importants dans notre famille, c'est gratitude et respect». Parce qu'en ce moment, on est tellement parti comme on dit, en vrille, que du coup, on essaie de recentrer les choses pour que oui, c'est difficile pour elle et tout ça, mais il y a un minimum et donc j'essaye moi de me dire, je dis merci à la vie quoi de nous avoir mis sur ce chemin-là, nous avoir, bon, c'est une ville qui est très calme et tout ça, mais voilà, c'est une ville très calme. C'est une ville, voilà, qui est tranquille. Donc on aurait pu être dans une ville, voilà, très agitée, bruyante, où il y a pas de enfin, où il y a très peu de sécurité et tout ça, enfin voilà. Et là, non, au contraire, on est quand même, il y a quand même des points positifs dans cette ville et tout ça. Mais je pense que, c'est ça, j'ai envie de remercier, puis en même temps, je me dis, «Oui, mais je veux pas remercier et avoir l'impression que je vais y rester là-dedans». Parce qu'en fait, ça me convient pas, en fait. Et ça, c'est la partie difficile.
de se dire, parce qu'à un moment donné, on se dit, bah, si on passe toute l'année scolaire ici, du coup, bah, est-ce que ça veut pas dire que du coup, il faut qu'on reste pour les enfants parce qu'après, ça va leur refaire un deuxième déménagement? Mais en même temps, on n'aime pas trop ici, donc et ça, c'est hyper difficile, quoi. C'est hyper difficile. Et l'autre chose qui est très difficile quand on rentre en France, et je pense que quand on passe autant de temps à l'étranger, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est de se sentir étranger dans son pays. Ça, et du coup, même si voilà, moi je trouve pas ma place dans mon boulot, mais je me dis aussi que c'est un peu une figure de style pour dire que je trouve pas enfin, pour l'instant, j'ai du mal à trouver ma place ici en France tout court, en fait. Tu vois, avec les codes. Moi, je me suis entendue dire par mon chef, qui m'a fait une réflexion que j'ai trouvée un peu, bon, voilà, hors de propos. Il m'a dit, «Ici, on est en France, c'est pas le Canada, quoi». Et je me suis dit: «Mais en fait, où est-ce qu'il veut en venir?» Je suis pas trop sûre de bien comprendre, mais il m'a dit: «Oui, au Canada, hein, c'est différent», et je dis: «Oui, mais bon, enfin, je suis pas en train de remettre en cause quoi que ce soit ici par rapport au Canada. J'ai jamais fait de point de comparaison», et voilà. Et c'est ce genre de décalage que tu as des fois avec les gens qui, en fait, qui ont l'impression qu'ils te comprennent pas, quoi. Enfin, que tu es en voilà, que tu en décalage complet avec eux, quoi. Voilà, je pense que j'ai pris un peu du bon du canadien, et et du coup, je sais pas, j'avais envie de un peu plus d'harmonie, quoi, dans ma vie, d'un peu plus de bienveillance et tout ça, et puis bon, bah, pas trop là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter que ça prend du temps et ça, je crois que c'est quelque chose qui revient dans tous les épisodes de Ouais, podcast, c'est qu'en fait, on peut pas s'attendre à ce que tout soit réglé en une semaine ou en un mois. Le changement, il est tellement gros, il y a des enfants, enfin, la période de préparation, elle est tellement courte. Voilà, il faut vraiment accepter que ce cheminement au niveau pro, perso, au niveau familial, ça prend du temps en fait. Et oui, ouais, ça peut aller jusqu'à une année. Et quand même, derrière ce que tu me partages, ce que je trouve assez chouette, c'est que il y a une capacité à rebondir qui est quand même assez importante, dans le sens où il y a eu un mois et demi de préparation, c'est quand même court. Je crois que c'est le plus court de tout ce que j'ai vu, entendu. Donc c'est chouette de voir que en quelques démarches, tu as un logement, en quelques démarches aussi, tu as un travail, que les filles, elles retournent à l'école. Bon, pour ton conjoint, ça prend un petit peu de temps au travail, mais bon, je pense que derrière ça, il y a peut-être aussi le fait de digérer ce ouais, licenciement, parce que ça, c'est pas rien non plus. Il faut aussi processer ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de positifs, hein. ouais. Ah, je suis d'accord. Mais il y a vraiment derrière toutes ces choses qui s'alignent et qui sont positives, il y a vraiment, tu sais, en fait, les émotions. Les émotions, ça, c'est la vie. Donc, on est content, pas content. Et en fait, c'est ça la vie. Il n'y a rien qui peut être linéaire. C'est les hauts et les bas mais ça, on contrôle pas. Et je pense que c'est ça qui revient aussi beaucoup dans les épisodes de podcast, c'est cette difficulté à gérer la partie émotionnelle, la partie culturelle. Parce que oui, on sait que ça va être difficile, mais en fait, ce qui se passe après, c'est aussi d'une autre dimension parfois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis et même si on le sait, et moi je le sais, hein, je l'ai dit, j'ai dit, «Bon, on a une année où on va vraiment ça va être difficile, quoi». Vraiment, tout va être, et quand on est dedans, et en plus, je pense que si on était que tous les 2, ou tu vois, si j'étais toute seule, bon, bah, c'est sûr, c'est difficile quand on est tout seul, mais quand on a les enfants et qu'on voit que les enfants sont en souffrance, alors là, moi, enfin, tu vois, là, j'ai les émotions qui remontent, parce que je me dis: «Mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Pourquoi est-ce qu'on est allé?» Alors nous, on s'est retrouvés sans choix. Dire, mon mari, il a perdu son job, et on s'est dit, «Bon, bah, alors avec nos économies, on peut rester 3 mois ici, quoi». Donc est-ce qu'en 3 mois, il va retrouver un job aussi bien payé que ce qu'il avait? Clairement, il m'a dit: «Je suis pas sûre de réussir à trouver un job aussi bien payé». Donc ça compliquait toute notre vie. Donc on a été obligé de sauter le pas. Mais quand je vois, voilà, ma fille qui m'a encore écrit, elle m'a écrit un mot là cette semaine, elle m'a dit, «Tiens maman, voilà». Alors elle m'écrit des tas de petits mots gentils: «Maman, je t'aime» et tout ça. Mais à côté, elle écrit, «Il faut qu'on rentre au Canada, sinon ça va mal se passer». Ah ouais, alors, elle a 8 ans, elle a du caractère, hein. Et c'est dur, quoi. Se dire, alors elles ont demandé pour Noël des billets d'avion pour le Canada, quoi. Et là, tu te dis: «Mais c'est horrible», parce que et je leur ai expliqué, je leur ai dit: «Les filles, enfin, oui, je peux peut-être vous acheter des billets». Je lui dis: «Bon, financièrement parlant, en ce moment, c'est pas la joie, hein, mais bon, OK, on peut peut-être faire ça». Mais je leur dis: «On peut pas partir là, là. On peut pas partir au Canada demain. Hein, et puis si on y va, ce sera pour les vacances, et on va loger où? Enfin, ce sera pas votre vie, en fait. Ce sera, on va loger peut-être dans un hôtel,
Vous allez voir vos copines, mais ça va être. Alors après, pour ma grande, je lui ai dit, si tu veux, je t'envoie chez ta copine. Tu passes, je sais pas, 3 semaines là-bas chez ta copine. Enfin, ça peut être une solution, mais celle de 8 ans, je peux pas. À 8 ans et demi, on va pas chez sa copine pendant 3 semaines. Enfin, les beaux-parents de la copine, ils vont craquer. Ils vont pas y arriver. Comment tu essayes de maintenir le lien pour les filles avec le Canada? Est-ce que tu as mis des choses en place? Ouais, alors en fait, c'est difficile. C'est assez difficile pour la petite. La grande, elle a. Ça a été un peu la carotte. Tu sais, on a essayé de dire. Bon, on s'en va du Canada, mais voilà ce que tu vas gagner. Moi, ma grande, elle voulait absolument faire de l'équitation. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, je t'inscris à l'équitation. En France, ça coûte 4 fois ou 10 fois ou 20 fois moins cher qu'au Canada. Je lui ai dit, en plus des synthétiques, il y en a plus. Et il n'y a pas vraiment d'hiver comme au Canada, donc tu peux en faire tout le temps. Donc ça a été le deal, quoi. Ça a été le OK, tu vois. Et le deuxième deal, ça a été, on te donne un téléphone. Parce que comme tu vas aller au collège, que tu vas prendre le bus de la ville, maman, elle est rassurée, c'est un téléphone, quoi. Donc la gestion du téléphone, je pense que beaucoup de parents qui vont écouter ce podcast vont dire que c'est un peu l'enfer de gérer le téléphone portable sur une préado de 11 ans. Il faut beaucoup de règles, il faut beaucoup être derrière, mais moi, le truc sur lequel je lâche complètement, c'est de dire, prends ton WhatsApp, appelle tes copines au Canada. Alors le problème, c'est que la copine avec qui elle a le plus de liens, c'est une copine qui a un téléphone. Mais quand on doit passer par la maman pour rappeler, bah, ça marche vachement moins bien, quoi. Donc, elle a une très bonne amie avec qui elle est très peu en contact parce que bah, faut qu'elle appelle la maman, quoi. Donc là, ça, c'est vachement difficile. Et puis bon, il y a un décalage horaire qui est aussi très difficile. On peut faire ça que le week-end. Enfin, ça, c'est pas évident. Et pour la petite, bah, comme il n'y a pas cette espèce d'indépendance de chacun à son téléphone et tout ça, bah, faut passer par les parents. Donc, ça marche jamais, quoi. Enfin, on y arrive une fois toutes les 3 semaines. Alors, je leur ai dit, écrivez à vos amis. Alors, de temps en temps, on reçoit un courrier. Elles écrivent et puis de temps en temps, on reçoit une lettre. Et là, elles sont aux anges. Mais bon, dans la lettre, il y a I miss you. Enfin, et c'est tout, quoi. Enfin, elles racontent, elles savent même pas écrire des lettres. Elles savent même pas raconter, tu vois, les choses, de ce qui se passe et tout ça. C'est dommage. Je dis, bah, nous, avant, on écrivait vraiment, voilà, ce qu'on faisait dans la journée ou je sais pas quoi. Après, il y avait un décalage de 3 semaines, mais c'était chouette. Et là, elles savent pas en fait faire ça. Moi, j'explique à mes filles, écrivez, dites ce que vous faites, dites comment c'est l'école ou voilà, enfin les choses qui sont un peu nouvelles pour vous. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas pour des enfants de cette génération-là. C'est voilà, c'est le courrier, c'est c'est un peu c'est sympa, mais c'est un peu obsolète quoi. Donc voilà, donc c'est pas facile de maintenir un lien. Honnêtement. C'est pas facile. Là, il y a une amie de ma grande qui, sa maman m'a envoyé un message en me disant, oui, on va passer par Paris. Est-ce qu'on pourrait réussir à se voir et tout ça? Mais en fait, elle vient en voyage organisé. Donc, elle a des journées de 8 heures à 18 heures hyper chargées. Elle va dans des tonnes d'endroits. Enfin, voilà. Et donc, je lui ai dit, bah, on va se caler un vendredi soir en espérant que, enfin, vous soyez pas trop fatigués, quoi. C'est-à-dire qu'elle va passer la journée au château de Versailles avec ses deux enfants. Ce soir, on va se voir. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça donnera ce que ça donnera, quoi. Ce sera toujours un moyen de se voir et de d'essayer de partager quelque chose, quoi. Oui, tu fais ton maximum pour les filles, pour qu'elles puissent se sentir bien et puis qu'elles puissent garder ce lien. Ouais, bah c'est ça. En fait, on fait de son mieux et puis voilà. Après, c'est vrai que moi j'aime. Enfin, je serais pas contre aller au Canada en vacances ou ce genre de choses, mais c'est un budget et puis bah si on utilise cet argent-là pour faire ça, bah, on fait pas autre chose. Alors bon, je leur ai dit le retour en Europe, tiens, parmi les choses qui nous manquaient au Canada. C'est cette facilité à voyager. Le Canada, c'est un grand pays, tout est loin. Donc, dès que tu veux faire un voyage, tout de suite, il faut prendre l'avion et tout. Et ici, en France, on a quand même de la chance puisque c'est un pays qui est hyper divers. Tu changes de région et tu changes de paysage, tu changes enfin, un peu de culture, quoi. Tu changes de spécialité locale. Enfin, et ça, c'est hyper riche. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça. Enfin, c'est assez dingue. Donc moi, j'ai dit, je veux voyager en France, je veux aller en Europe, dans les pays limitrophes. Enfin, je veux essayer au maximum de visiter les alentours, quoi. Donc moi, mes vacances idéales, ce serait ça, d'aller un peu crapahuter, peut-être même d'aller jusqu'en Italie. On a un ami qu'on s'est fait au Canada qui, lui, va en vacances en Italie. J'ai dit, bah, il a une fille de l'âge des filles qui vit encore au Canada. Et je dis, bah, ce serait sympa, peut-être qu'elle se voit, enfin. Et voilà, pour essayer de maintenir quelque chose, en fait. C'est dur. Voilà, c'est quelque chose de pas évident. Ça prendra du temps, je pense, comme tout le reste, en fait. C'est ça. Oui, on sent que c'est quand même 6 mois du retour, enfin 6 mois après le retour, c'est quand même encore frais. Quelle est la plus grande fierté
de ce retour? Alors, je pense que je suis quand même fière qu'on ait trouvé un logement et d'avoir trouvé un emploi. Voilà. Et ça, même avant qu'on ait quitté le Canada. Voilà. Donc ça, je pense que je suis fière de ça. Je suis fière de ce qu'on a accompli aussi, d'avoir déjà traversé cette première tempête. Je pensais pas terminer, mais j'ai l'impression que le gros de la tempête est passé quand même. Même si je pense qu'on va encore s'en prendre deux, trois grosses vagues. Mais je suis contente, voilà, qu'on ait réussi à traverser ça avec mon mari. Je sais qu'il y a des couples enfin voilà, qui peuvent exploser en vol parce que ce qu'on a vécu, enfin, voilà, c'est lourd. On est restés soudés. Alors, je dis pas que ça a été facile, hein, mais on est quand même restés soudés. On a essayé d'être complémentaires. Lui a pris sur lui pour finalement, on s'est retrouvé dans la situation exactement inverse à notre arrivée au Canada. C'est-à-dire qu'à l'arrivée au Canada, c'est lui qui avait un emploi. Moi qui dirais, je suis arrivée avec la petite de 1 an, je pensais travailler, puis j'ai pas pu, j'ai dû rester à la maison au début. Les quelques premiers mois en tout cas. Et là, lui, il a fait l'inverse en fait. Moi, tous les matins, je partais travailler et lui, il devait gérer les enfants. Alors, il a géré les 2 enfants sur la fin des vacances scolaires, sur les vacances de la Toussaint aussi. Mais entre-temps, bah, il y avait cette organisation de la maison, faire le ménage, faire toutes ces choses que lui déteste faire. Mais, euh, mais voilà, et ça a été dur pour lui parce que bah, lui, à l'inverse, bah, les enfants allaient à l'école toute la journée, donc lui, il était tout seul ici. Mais ouais, on a réussi à être, je pense, un bon complément l'un à l'autre, quoi. Bon, après, voilà, il a eu de plus grosses difficultés parce que la société veut pas d'un homme à la maison, quoi. Enfin, la société, c'est pas ça qu'on te montre comme exemple de normalité, on va dire. C'est pas la femme qui travaille et l'homme qui reste à la maison. Donc, je pense qu'il y a aussi une part de bon, il le dit pas, mais je pense il y a aussi un peu une part d'ego quand même qui dit bon, c'est bizarre, hein, je suis l'homme à la maison, sans enfant en plus. Enfin, c'est bizarre. Bon, quelqu'un m'avait fait la réflexion en me disant attention, il prend une place qui n'est pas la place qu'il devrait avoir dans cette société. Il m'avait dit faut faire attention à ça parfois. Bon, après, c'est ma marraine qui m'a dit ça et elle m'a dit, psychologiquement parlant, ça pourrait être difficile pour ça. On n'en a jamais parlé, lui et moi, mais je pense qu'en effet, il y a peut-être aussi voilà, un peu de ça qui est pas facile. Mais bon, je suis fière qu'on ait traversé tout. Félicitations à toi et à vous et à toute la famille pour ça. Est-ce qu'il y a la plus grosse difficulté que vous avez réussi à surmonter que tu voudrais mentionner? Alors c'est là, le problème, c'est que c'est pas au passé. En fait, on est dedans. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est réussir à ce que nous tous soyons stables, en fait. Enfin, et pas que moi. Je pense que c'est ça, c'est de trouver notre stabilité, de trouver notre point d'ancrage, de réussir à trouver ça. Et je pense qu'il faut d'abord qu'on le trouve dans ce logement temporaire, malgré tout, avant de réussir à rebondir dans un autre. J'aimerais que, voilà, en ce début d'année, là, qu'on réussisse à vraiment s'ancrer et à se dire, bon, ok, c'est pas exactement ce à quoi on pensait, mais on est bien tous les quatre. Voilà, les filles, elles me disent, bah, je suis contente, j'ai des amis. Que la petite, en tout cas, la grande, elle est déjà un peu plus là-dedans, mais que la petite aussi réussisse à passer ce cap et à se dire, il n'y a rien de définitif. Le Canada, peut-être qu'on y retournera, on ne sait pas. Se dire, voilà, on est bien comme ça, pour le moment. Ouais, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est la situation de retour en France, c'est pas la situation pour toute la vie, tu vois. Enfin, oui, je sais que c'est beaucoup de logistique. Oui, je sais que c'est beaucoup de décisions. Oui, je sais que émotionnellement, redéménager après, ça peut être lourd, etc. Mais si, du coup, le nouveau projet, ben, on prend le temps de le faire mûrir, etc., on peut rebondir sur quelque chose qui va vous épanouir et tous les quatre. Ce que je dis souvent, tu sais, quand je fais les accompagnements au retour, c'est que je dis quand on rentre en couple, on a chacun notre vision de ce qu'on a envie pour rentrer. Et l'idée, c'est de mettre ça en commun. Et même les enfants, finalement, en plus, elles sont quand même grandes, en tout cas en capacité de dire, ben, si je rentre en France, par exemple, l'histoire de l'équitation, en vrai, chacun fait partie de ce projet-là et tout le monde peut s'impliquer à sa façon, à sa manière, dans la réussite de ce projet pour que tout le monde bah, il trouve son compte en fait, parce que c'est ça. Mais vous, ça a été tellement puissant et ça a été tellement rapide que vous n'avez pas eu le temps de processer ça. C'est pour les filles de digérer, ok, bon, bah, on va rentrer, et puis de se dire, ah bah en fait, il y a quand même du positif. Il y a papy et mamie, il y a les cousins et cousines, il y a
tu vois, tout ce qu'on aurait pu mentionner, l'équitation ou autre, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le temps de processer ça, en fait, pour les filles aussi. La situation d'arrivée en France n'est pas définitive. On peut rebondir, faire des ajustements pro, perso, au niveau familial, au niveau du meilleur logement, acheter sa maison si on veut, même si je sais que ça prend de l'énergie, mais en tout cas, tout est possible. Donc, ça fait 6 mois que tu es rentrée à peu près. Quel regard tu portes avec le recul sur ce retour? Difficile à dire parce que j'ai l'impression que j'arrive pas encore à prendre du recul par rapport à tout ça. C'est un peu je suis encore trop dedans et tout ça et ce que je te disais, je suis rentrée dans ce TGV, à pleine vitesse, mi-mai. Je suis redescendue du TGV, je crois, au niveau de la rentrée scolaire. En octobre, je voyais une copine, je lui disais: «J'ai une boule dans l'estomac, je sens qu'à un moment mes émotions, vont exploser, quoi». Et ça a explosé, je sais plus quand, là, il y a peut-être 1 mois et demi, un truc comme ça. Et quand on devait justement se parler, tu m'avais contacté justement pour faire cette interview. Là, aujourd'hui, j'aurais envie de dire, bah, en fait, c'est tout ce qu'on m'avait déjà dit, tu vois? Que ça allait être difficile. Que, voilà, que, bah, des fois, tu t'arraches les cheveux sur l'administration française ou des trucs comme ça. Ça ressemble à tout ce que les gens ont déjà vécu et que je sais que, en fait, aujourd'hui, j'aimerais rencontrer des gens qui sont comme moi, tu vois, et qui, tu vois, qui sont, je sais pas, 6 mois devant et qui me disent, ça va bien se passer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis, tout ça, mais même s'ils me disent, ça va bien se passer, et je me dis, ils n'ont pas vécu ça. J'ai envie de les croire, mais j'ai du mal à voir le bout, quoi. Donc c'est ça un peu ce regard, de dire qu'en fait, je pense que tout ce que je vis, c'est ce que les autres ont déjà vécu, quoi. Voilà, il y a rien de nouveau. Je suis pas différente. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va rentrer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors j'aimerais lui dire de s'accrocher. Voilà, en effet, ça va être un peu les montagnes russes, émotionnellement et puis aussi dans l'organisation, je dirais. Mais de se préparer et voilà, s'il a la chance de pouvoir se préparer à l'avance, c'est mieux. De surtout, je pense que moi, mon seul, regret, mais en fait, c'est pas un regret, je j'avais pas le choix, mais j'aurais aimé atterrir dans la ville que j'ai choisie. C'est ça mon seul, tu vois, mon seul point noir en fait. Parce que je me dis qu'en fait, il va falloir qu'on recommence, tu vois, à la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est mon seul point, c'est de dire, voilà, réfléchissez bien à... la plupart des gens, ils savent en fait, ils viennent d'une ville, ils ont leurs parents, ils ont leur point d'ancrage à un endroit et puis ils retournent d'où ils viennent. Mais voilà, de dire, bah voilà, réfléchissez bien à où est-ce que vous allez atterrir. Enfin, en tout cas, si vous le pouvez, et d'atterrir là où vous allez être définitivement. Parce que je pense que du coup, c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Après, moi, le conseil que j'avais beaucoup lu, et je pense qu'il est très vrai, moi, si j'ai des amis qui m'écoutent, je suis désolée de dire ça, mais bon, c'est la vérité, il faut pas rentrer pour ses amis. Parce que les amis, ils ont tous une vie. Moi, j'ai des amis que j'adore, hein, du fond du cœur, mais j'ai une très bonne amie à moi qui est dans le sud de la France, on ne s'est pas vus. Enfin, depuis que je suis rentrée, c'est hyper compliqué en fait de se voir. Elle a sa vie, elle bosse énormément, j'ai la mienne, et puis je suis dans cette houle là. Quand je remonte à Paris, j'arrive à voir parfois des amis, tout ça, mais j'ai même pas réussi. Ça fait 6 mois que je suis rentrée en France et j'ai pas vu tous mes amis. Et mon mari non plus d'ailleurs. Parce que chacun a sa vie. Et en fait, moi j'avais dit à mon mari, il faut qu'on fasse attention à ça. Faut pas qu'on se dise, on va revenir, ça va être comme avant. Bah non, c'est pas comme avant. Nous, on a changé, eux, ils ont changé. En plus, tout le monde a déménagé un peu partout. Donc, ce sera plus comme avant. Donc, il faut vraiment qu'on se reconstruise là-dessus. Et puis, si on les voit, on les voit. Si on peut profiter d'eux, on profite d'eux. Mais il faut pas compter dessus. C'est ça qui est important. Faut pas avoir l'impression que ils étaient là, ils nous ont attendus sagement et que quand on rentre, tout sera pareil. Merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ta transparence, merci de nous avoir partagé tout ça. Et je te le dis, parce que je suis passée par là 3 fois et parce que je suis aussi très transparente là-dessus, ça va aller, ça va se mettre en place. Vraiment, garder le positif de tout ce que tu as réussi à mettre en place en si peu de temps. Je crois que c'est vraiment ça. Ce que j'ai envie que toi, tu gardes de notre enregistrement. Et voilà, en 1 mois et demi, tu as réussi à mettre en place tout ça. Donc, si on fait une vraie préparation de 5, 6 mois, tu vois ce qu'on peut vraiment faire en termes émotionnels, en termes de logistique, etc. Donc, je t'assure, ça va bien se passer. Tout le monde va prendre ses marques. Il faut accepter que ça prend du temps. Et en tout cas, j'ai été ravie de te retrouver. Et puis, Moi j'ai aussi. été ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Ouais, j'ai hâte de l'écouter aussi. Merci à toi, Magali, pour cette interview. Je pense que ça a été un peu mon côté psy, de pouvoir discuter et d'échanger
sur ce sujet-là. Et puis voilà, merci, je te souhaite une très bonne continuation et puis beaucoup de réussite avec ce podcast. Merci beaucoup. Et tu sais que c'est quelque chose qui revient aussi avec les autres personnes que j'ai interviewées. C'est en fait cet épisode de podcast, il permet de 6 mois après, 1 an après, de se poser les bonnes questions entre guillemets et de faire un petit peu comme un retour. Quel est mon bilan de ça? Donc peut-être que dans les prochains jours, tu vois, ça va continuer de Bah ouais. s'amuser de ton côté. Et puis voilà, en tout cas, le positif arrive. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!